On coupe le temps. On va couper le temps, OK? Oui! Nous sommes de retour et je souhaite la bienvenue à M. Thomas Tsukalas. Tsukala? Là, c'est moi qui a le micro pour le moment, puis après, ça va être votre tour. Vous serez accompagné d'une interprétation simultanée de manière à faciliter les échanges. Vous devriez avoir ça avec vous ici. Des écouteurs sont à votre disposition afin d'entendre l'interprète qui est responsable, à tous ici autour de la table, pour la traduction simultanée, parce que M. Tsukala va s'exprimer en anglais. M. Tsukala, est-ce que je peux m'exprimer à M. Tsukala en français? Oui, ça va? Très bien. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. À 1 minute de la fin, je vais vous faire un signe pour commencer à amorcer votre conclusion. Et par la suite, il va y avoir une période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite à tout d'abord vous présenter, puis à débuter votre exposé. My name is Thomas Tsoukalas. Oui. Tsoukalas, and I'm a PhD in political science from McGill University. Un doctorat en sciences politiques de McGill. D'abord, je veux présenter mon avis sur le nouveau projet de loi 9. C'est de mon opinion que le gouvernement doit insister fermement sur les nombres de pays, sur les pays qui devraient recevoir des immigrants et surtout par rapport aux besoins de combler des postes vacants au Québec. C'est surtout criant dans les régions qui souffrent d'un manque de main-d'œuvre accru et d'une dépopulation aussi. Cette politique aussi fait en sorte que les immigrants potentiels pourraient mieux s'intégrer dans la société haute avec des valeurs sociales progressives et modernes. Ainsi, des pays comme la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie et la Bulgarie et le Brésil et d'autres pays de l'Amérique latine plutôt devraient être spécialement considérés. Ce sont des francophiles, surtout la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie, l'Ukraine ont développé une main-d'œuvre et des gens éduqués par un grand réseau d'universités et d'établissements d'enseignement professionnel. Depuis qu'ils se sont joints à l'Union européenne, plus de 700 000 citoyens polonais ont immigré au Royaume-Uni et ils ont comblé des postes, comme des conducteurs d'autobus. D'ailleurs, un grand pourcentage de conducteurs d'autobus sont polonais en Royaume-Uni. Les femmes représentent un grand contingent d'infirmières. Il y a aussi des techniciens, comme dans le domaine des avions, des camions, des plombiers, des ingénieurs dans tous les secteurs, des programmeurs. Ils travaillent maintenant en Grande-Bretagne. Le même s'applique au Brésil pour ceux provenant de la Moldavie, la Roumanie, l'Ukraine, la Bulgarie. D'ailleurs, le président George W. Bush fils a mis en place une disposition spéciale pour l'industrie des soins de santé pour amener 20 000 infirmières polonaises en seulement 2 ans. Avec leurs épouses et leurs petits-enfants aussi, ce sont près de 90 000 à 100 000 immigrants polonais spéciaux en 2 ans qui ont immigré aux États-Unis. En plus des quotas, on a dit que la Pologne avait perdu beaucoup de ses infirmières. Alors pourquoi le Québec ne fait pas ce genre de recrutement en Pologne et d'autres techniciens qui pourraient venir travailler au Québec? D'ailleurs, au Canada, il y a plus de 100 000 immigrants polonais ou de descendance polonaise. En Ontario, 100 000, 150 000 au total au Canada, 15 000 en Alberta, seulement 12 000 Polonais, immigrants polonais, au Québec. Et si on parle de ceux qui sont nés en Pologne, sinon il y en a plus, c'est un nombre beaucoup plus grand. Aujourd'hui, ce sont plus de 700 000 immigrants roumains qui travaillent en Europe, 300 000 en Espagne, et c'est donc le temps que le Québec recrute agressivement ces gens qui sont compatibles avec son économie et la valeur sociale. Il faut se rappeler que la femme du défunt Jacques Parizeau est d'origine polonaise. Les Polonais, tout comme les Ukrainiens, ont une perspective et des valeurs comme les Québécois.
C'est un peu comme les immigrants irlandais, des catholiques qui proviennent des régions rurales, similaires au climat québécois, donc qui s'intègrent très bien. En Grande-Bretagne, en France, en Irlande, en Grèce, en Pologne, les immigrants sont vus comme des immigrants paisibles qui s'intègrent bien. 100 000 au Portugal, des immigrants polonais. En Pologne aujourd'hui, il y a environ 1 million d'immigrants ukrainiens qui travaillent dans l'économie. Ils travaillent de façon non réglementée, semi-légalement, pour fuir l'effondrement économique et les difficultés en Ukraine. La grande majorité proviennent de l'Église unie ukrainienne et des rites catholiques. Encore une fois, ce sont des immigrants potentiels qui s'adaptent bien, qui s'intègrent bien aux relations québécoises. Ainsi, on devrait encourager et cibler les immigrants francophiles, même s'ils ne parlent pas français, mais qui sont favorablement disposés à l'apprendre. Sinon, ce qui arrive en ce moment, c'est que la France poursuit tranquillement sa politique afin d'encourager son immigration locale et elle a eu de la difficulté avec les facteurs du Maghreb, de l'Afrique du Nord, qui a fait en sorte qu'il y a un manque de compatibilité par rapport aux avantages. La Turquie a une grande population urbaine et est un excellent candidat aussi pour le recrutement des migrants bien qualifiés. En ce moment, avec le Brexit qui arrive, près de 1 million de citoyens de l'Europe travaillent en Grande-Bretagne et font face à un dilemme. La plupart n'ont pas la citoyenneté. Ils devront retourner dans leur pays, la Pologne ou ailleurs. Sinon, ils vont devoir trouver de l'emploi ailleurs en Europe. C'est donc une excellente opportunité pour le Québec et le Canada de recruter de façon active ces immigrants de l'Est de l'Europe pour combler les postes vacants. Surtout dans les régions, en ce moment, on fait face à un problème de dépopulation criant. Ainsi, on pourrait recruter pour les postes vacants, populer les régions. C'est non seulement un facteur accru, mais pourrait s'empirer. Tout cela va le potentiel, sinon, de freiner l'économie québécoise dans l'avenir. Avec les Polonais de la région sont bien favorables à ces vues. Et si on regarde au début du 20e siècle, il y a eu un nombre record d'Ukrainiens et des migrants venant de l'ouest de l'Ukraine qui ont populé les prairies comme la Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta dans le temps. Aujourd'hui, ce sont plus de 1 million de Canadiens qui descendent de ces régions. Et ça s'applique aux prochains immigrants aussi qui pourraient bien s'intégrer, comme le Brésil, l'Amérique latine, et qui sont bien intégrés par rapport aux valeurs sociales et pourraient s'intégrer avec des frictions sociales assez minimes. Si on regarde aussi, c'est une population chrétienne aussi. Au Moyen-Orient aussi, il y a une population chrétienne assez significative, mais qui subit des stress à cause des gouvernements, des répressions et de la radicalisation islamique des militants qui bombardent les églises, les affaires, aussi qui conduisent des viols, des enlèvements et des meurtres. Le gouvernement québécois devrait regarder à recruter des immigrants francophones provenant de l'Afrique, francophones comme le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Burundi, le Congo, etc. Ils ont plusieurs diplômes universitaires et veulent contribuer à l'économie du Québec. Traditionnellement, l'Haïti a fourni beaucoup de travaux manuels, des migrants qui travaillent des travaux manuels semi-techniques. Les immigrants potentiels devraient aussi provenir du Moyen-Orient, de l'Iran, de l'Inde, du sud-est de l'Asie et de la Chine aussi, puisqu'ils sont assez bien éduqués. Un cas spécial de la Philippine aussi provient des femmes qui remplissent le travail comme étant des travailleuses à domicile
partout dans le monde, comme en Israël, dans le Golfe arabe, les États-Unis, en Europe. Le Québec a besoin de travailleurs pour les CHSLD ou les centres de personnes âgées, justement, et les femmes des Philippines pourraient combler ces postes, et c'est déjà le cas en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique. Pourquoi pas au Québec? Dans les régions aussi. Elles pourraient apprendre la langue. Au Québec et au Canada, en ce moment, il y a plus de 1 million de gens qui ont la descendance philippinaise et des Philippines, et avec aussi 7 avec le Manitoba, où 7 ont cette descendance. C'est 85 000 au Manitoba. Même l'Alberta a plus de 200 000 Philippins qui travaillent et qui habitent là, 5 de la population. Au Québec, seulement 37 000. Il vous reste 30 secondes okay. pour conclure. OK. The more important parts are here. OK, les parties les plus importantes se retrouvent à la fin ici. Maintenant, par rapport à la francisation, le gouvernement du Québécois doit améliorer ses cours de préparation au français qui enseignent aux immigrants qui ne connaissaient pas la langue. En Hollande, des employés ont été embauchés justement pour des cours efficaces dans la langue hollandaise. D'ailleurs, ce gouvernement... 10 secondes. OK. Ça termine. OK, c'est terminé, voilà. Bon, je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange avec le parti formant le gouvernement. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur Ducalas, bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci pour la présentation de votre mémoire et votre intervention. Écoutez, je vais vous dire la position du gouvernement du Québec. Actuellement, elle est relativement à l'immigration, elle est sur le fait d'offrir l'opportunité à tout le monde. Peu importe la région du monde où il provient, peu importe son origine ethnique, les mêmes opportunités. Parce que ce qu'on souhaite, notamment au Québec, c'est de faire en sorte que les personnes que l'on sélectionne pour venir immigrer au Québec puissent répondre aux besoins du marché du travail. La compétence du Québec en matière d'immigration, qui est une compétence partagée en vertu de la Constitution canadienne, et suite à l'accord Canada-Québec de 1991, vise à faire en sorte que le Québec sélectionne son immigration économique, les réfugiés également, mais qu'on ait les principaux responsables en matière d'accueil et d'intégration des personnes migrantes. Et lorsqu'on y va avec la sélection de l'immigration économique, on veut vraiment que cette immigration-là réponde aux besoins du marché du travail. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant le système ARIMA, pour vraiment faire un maillage entre les emplois qui sont disponibles et le profil des candidats à l'immigration. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si vous répondez aux besoins du marché du travail, eh bien, vous êtes les bienvenus au Québec. On souhaite vraiment s'assurer que les personnes soient en emploi et que les personnes apprennent le français. Peu importe d'où elles viennent, ces personnes-là, et quel est leur parcours. Par contre, en contrepartie à cela, il y a des exigences au niveau de l'immigration, parce que nous, on le voit comme un engagement partagé. La personne immigrante décide d'immigrer au Québec. La société québécoise a des responsabilités, mais la personne immigrante aussi. Un de ceux-là, c'est d'adhérer aux valeurs québécoises de la société, ce qui forme le cadre du vivre ensemble québécois. Le fait de faire en sorte d'adhérer à ces valeurs. Au Parti libéral, on les appelle les valeurs communes. Nous, on les appelle les valeurs québécoises exprimées dans la Charte des droits et libertés de la personne. Alors, on est vraiment dans cette logique-là. Et cette demande d'intégration-là, d'adhésion, doit être partagée à la fois par la société d'accueil et par la personne immigrante pour faire en sorte que on puisse construire ensemble. Alors, je suis un peu en désaccord avec le contenu de votre mémoire relativement à lorsque vous dites que nous devrions utiliser des sous-bassins géographiques, supposons. Je ne sais pas comment vous recevez mes commentaires. Écoute, aux États-Unis, par exemple, et même en Angleterre,
Il y a comme Madame Thatcher, bon, c'est une longue histoire, mais en Angleterre, ils ont déjà invité les 700 000 Polonais pour travailler dans le marché. Le problème ce n'est pas seulement géographique. On dit que toutes les régions sont bien accueillies, mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus adaptables. Ils sont des personnes qui ont plus de compétences. Ils ont des personnes qui ont les compétences universitaires qui sont au même niveau qu'au Québec, par exemple, les universités en Pologne, en Europe de l'Est, comme en Budapest ou les autres, ils ont égalité s'il y a un médecin. Mais s'il y a une personne qui vient de l'Inde, par exemple, là, ça dépend parce qu'il y a beaucoup de fraude dans les diplômes. C'est la même chose qui se passait en Europe. En Europe, il y a des personnes qui peuvent acheter des diplômes. C'est facile. Donc, la compétence était difficile de caractériser, particulièrement des petites universités qui existent en Inde ou dans beaucoup de monde. Mais des autres universités, comme si tu viens avec un diplôme de Stockholm ou de Londres, de Paris ou d'Allemagne, immédiatement, tu es le même niveau qu'au Québec. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème des compétences, c'est que les Polonais, les Européens de l'Est, ils ont les compétences sont de la même niveau qu'au Québec. Donc, il y a pour embaucher, par exemple, les infirmières, comme avaient fait les États-Unis et les pays scandinaves. L'autre problème pour le Québec, c'est Trudeau. Et Justin Trudeau, il va augmenter la population d'immigration de 350 000 par année. Donc, le contrepoids du Québec, ça veut dire il faut pour être de le même 22% de la population du Canada, il faut encourager une immigration de 70 000 immigrants au Québec, de retenir le même poids de pourcentage de la population qu'au Québec, au Canada. Parce que 350 000, il faut avoir 70 000 immigrants au Québec pour maintenir les pourcentages. Donc, le Québec a besoin beaucoup d'immigrants. C'est la question pour l'intégration, c'est la question pour développer les méthodes de francisation avec des qualités. C'est simplement d'avoir un petit cours qui donne quelque chose qui sont pour les petits enfants. Il faut être continuellement. Parce que, par exemple, allemand, c'est une langue difficile. Hollandais, c'est une langue difficile. Les Hollandais, ils payent les immigrants pour prendre des cours de langue le même temps qu'ils travaillent. La même chose que Québec peut le faire. Ça veut dire payer des immigrants quand ils travaillent, payer aussi des cours, payez-le pour attendre des cours. Aussi des cours de politique, ça veut dire de civics, des choses comme ça. C'est la même chose que se passe, par exemple, j'en ai des choses ici. Simplement pour vous dire que la semaine dernière, j'ai procédé au lancement du parcours d'accompagnement personnalisé qui vise justement à accompagner les personnes immigrantes tout au long de leur processus d'intégration pour faire en sorte qu'ils aient un agenda d'intégration qui va être disponible pour eux. Donc, pour nous, c'est important de faire en sorte que quelqu'un qui souhaite venir au Québec, il déploie des efforts pour apprendre la langue française, pour également au niveau de son intégration. Cela étant dit, comme je vous le disais, on ne souhaite pas fermer la porte à personne et on veut que quelqu'un qui a des talents puisse l'exprimer au Québec. Mais je vous remercie grandement pour la présentation de votre mémoire. Je pense que j'ai peut-être des collègues qui veulent vous poser des questions. Merci. J'octroie la parole au député de Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir. Il reste combien de temps? 7 minutes. 7 minutes, parfait, merci. It's a pleasure to meet you. Ce contenu informant cette semaine. Mon accent est très difficile à comprendre. Probablement que vous n'avez pas le temps, en fait, de l'aborder tantôt là, verbalement, mais dans votre mémoire, vous en faites question, l'aspect de la régionalisation.
Pour moi, c'est un élément très important. Dans ma circonscription à Masquinongé, j'ai des gros employeurs qui vivent des grandes problématiques de main-d'œuvre. Entre autres dans le secteur du meuble. Puis ce matin, l'entreprise Olymel qui est venue nous exposer leur mémoire en est une entreprise qui est sur mon territoire. Il faut le lire tout le mémoire parce qu'il y a beaucoup d'autres points. Parce que j'ai terminé à page 3, donc il y a 7 pages. Oui, c'est parfait, je comprends. C'est parfait, ça va vous permettre d'en parler. En fait, chaque matin, chez nous, il y a un autobus qui part de Masquinongé, plus particulièrement de Yamachiche, qui va jusqu'à Montréal chercher des travailleurs, des immigrants, et les amène à l'usine pour faire leur cycle de travail. Idéalement, si on se projette à moyen terme, on espère ne plus voir cette pratique. C'est-à-dire qu'on veut que les immigrants viennent s'installer chez nous. Vous en abordez certains aspects là, dans votre mémoire. Entre autres, ce que vous proposez, c'est un accès finalement à l'acquisition d'une première maison en favorisant, par exemple, une diminution du taux hypothécaire, qui pourrait être une solution, entre autres. Moi, je vois une certaine problématique, c'est-à-dire... oui, ça peut effectivement être un incitatif, mais par contre, souvent, ils peuvent manquer d'équité. Vous voyez ça comment? Est-ce que vous pensez que l'entrepreneur, pas l'entrepreneur, mais l'entreprise peut jouer un rôle à ce niveau-là? Oui, absolument, parce qu'aux États-Unis, par exemple, quand ils ont invité les infirmières, non seulement ils donnent une maison gratuite, ils aussi donnent une voiture gratuite. Mais ils signent un contrat de 20 ans pour travailler dans un hôpital, dans les hôpitaux, particulièrement dans les régions. En Alabama, dans des régions dont il y a tellement beaucoup besoin des infirmières. La maison était donnée, gratuite, même une voiture, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de services collectifs, c'est la question. Mais pour 20 ans, elle signe, 20 ans, il va travailler dans un hôpital en Alabama, Birmingham ou d'autres endroits. Est-ce que l'intervention de l'État dans un contexte comme celui-là, est-ce que vous avez vu ça dans d'autres pays? Oui, mais on peut demander parce que il y a beaucoup d'argent pour dans l'industrie de healthcare, comme on dit en anglais. Mais pour les infirmières, c'est très important parce que pour rester dans un endroit, particulièrement dans les régions, pas dans Montréal, dans les grandes villes, parce que c'est facile, mais dans les régions, il faut avoir une initiative. L'initiative, ça veut dire donner quelque chose pour qu'il puisse rester là-bas. Parce que dans une petite ville, dans une petite région qui était bien isolée, peut-être la personne veut dire que parce que je suis infirmière, je peux travailler aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup des infirmières d'ici de Québec, qui émigrent à la Suisse, aux États-Unis, parce qu'ils donnent des maisons gratuites et il y a beaucoup de bonus comme ça. C'est donc un incitatif qui fonctionne, de ce que je comprends. Vous proposez aussi, par exemple, qu'on signe un contrat avec un immigrant qui veut s'installer en région. Qui signe le contrat? C'est l'entreprise avec l'immigrant ou c'est l'État qui signe ce contrat-là? Vous voyez ça comment? Auparavant, le Québec l'avait déjà fait ça, durant les années 50. Maintenant, quand elle est venue ici, elle a signé un contrat pour travailler à Saint-Jérôme dans l'industrie du textile. Pour 2 ans, après 2 ans, elle était peut-être le gouvernement ou avec le compagnie, parce que bien évidemment, c'est la compagnie qui va payer. Mais le gouvernement, c'est le consignature. OK. On a parlé beaucoup cette semaine du programme Immigrants investisseurs. Dans votre mémoire, vous en faites allusion. Je crois que vous êtes en défaveur de ce programme-là. Pouvez-vous aller un petit peu plus loin? Il faut avoir beaucoup il y a beaucoup de fraudes, par exemple. Il y a une grande spécialiste en France, Gabrielle Zuckman, qui avait parlé sur le blanchiment d'argent. Et le blanchiment d'argent, ça vient particulièrement de la Chine, et pour des autres régions, il donne dans un projet, après ça, il prend l'argent, il blanchit, donc il réinvestit dans un autre endroit, aux États-Unis particulièrement, parce que c'est plus rentable qu'ici. Et on peut faire un autre Chinois qui va investir dans le même endroit. Il y a beaucoup d'articles dans le journal Economist en anglais, une grande fraude avec ça, avec les Chinois en Grèce.
Donc, ils ont acheté beaucoup d'argent, beaucoup des édifices, et les édifices, ils ont augmenté 2, 3, 4 fois de plus, mais il était illégal, parce que l'argent était venu par une banque qui était investie en Grèce. La même chose que se passe à Vancouver. Vancouver, par exemple, selon le gendarmerie du Canada, il y a environ 60 Chinois qui étaient recherchés par le gouvernement de Chine populaire parce qu'ils ont volé d'argent des banques ou des usines, des choses comme ça. Ils ont investi à Vancouver, comme Mme Mang, qui a une grande maison là-bas. Donc, il y a beaucoup des autres. Un autre qui était un process à Vancouver, c'était une madame qui était dans la prostitution. Et c'était dans le trafic de prostituées. Elle était 3 millions de dollars là-bas. La Chine demande qu'elle est retournée à la Chine, mais le Canada dit que la loi de la Chine n'est pas juste comme Canada. Donc, mais il était ici. Il reste une quarantaine de secondes au bloc d'échange. Il reste une quarantaine de secondes au bloc d'échange. En fait, on parle beaucoup de compétitivité. Pour garder ce positionnement-là super intéressant qu'on peut avoir ici au Québec, c'est quoi les mesures qu'on doit continuer à faire ou qu'on doit changer là, pour garder notre avantage concurrentiel, si on veut? C'est pour construire, à mon avis, comme en Allemagne, un réseau des écoles de vocational. Oui? En 10 secondes. De vocational, c'est de métiers. Des métiers. Donc, comme en Allemagne, les écoles qui sont... Ça conclut le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Maintenant, on passe au parti formant l'opposition officielle. Monsieur le député de Néligan, je vous invite à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Tsokalas, pour votre présence et votre mémoire. Première question, c'est quoi l'importance du français pour vous? Le français, le fait qu'on parle... Le français? Oui. Ici? Oui, au Québec. Oui, c'est très important parce que, écoute, tous les pays, même en Europe, comme Hollandais, c'est un pays très petit. Donc, pour enseigner l'hollandais, qui était dans une population de 20 000, ou norvégien, qui était un pays de 5 millions de personnes, mais de haut niveau de vie, c'est difficile parce que, mais au Québec, c'est une grande lutte parce que généralement l'anglais était pervasif, c'était ubique. Donc c'est très important pour vous de garder cette spécificité québécoise. Bien sûr, parce que autrement et de facto non seulement ça, il faut imposer, il faut imposer la langue. Parce que pour les situations de minorité, il faut imposer pour une grande nation comme les États-Unis ou l'anglais, il n'y a pas besoin de mettre des lois pour qu'ils parlent anglais. Tout le monde parle anglais. Parce que c'est difficile de survivre aux États-Unis sans parler. Ils ont intégré naturellement. Donc vous comprenez que... Mais pour Québec, le français, il faut lutter, imposer des lois pour la coercitif, il faut être pour ça, pour qu'ils apprennent le français. Mais je comprends et je partage votre point de vue. Le français, c'est très important pour notre nation, pour le fait de continuer à exister. Et vous le savez, l'immigration fait partie des solutions que le Québec a choisies depuis plusieurs années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et dans votre mémoire, ce que vous proposez, la plupart des pays, ce n'est pas des pays francophones. Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas important la langue française. Vous acceptez qu'on ramène des gens qui ne parlent pas forcément français, mais à condition qu'on les francésise ici au Québec. Ma question, en tant que contribuable, le choix de ramener des gens francophones, c'est qu'on ne veut pas que le Québec dépense toute son énergie et son argent dans les cours de francisation. Ce qu'on veut, c'est des gens qui arrivent, premier jour, ils parlent français, peuvent aller acheter ce qu'ils veulent du dépanneur, aller chez le médecin, parler la langue commune qu'on a au Québec. Donc, ce que vous proposez dans votre mémoire, et vous êtes quelqu'un qui a fait des études supérieures, pas de n'importe quelle université, l'université de McGill, avez-vous chiffré ça?
ça va coûter combien aux contribuables le fait si on suit votre proposition? Pour les Français? Non, le fait qu'on ne ramène pas des gens 100% francophones. Et il faut qu'on leur enseigne le français au Québec. Ça a des coûts. Premièrement, c'est la question d'embaucher. Embaucher les personnes particulièrement dans des emplois du gouvernement. Par exemple, Hydro-Québec, dans les municipalités. Donc, ils sont bien payés. Non, ce n'est pas ça ma question, monsieur, je vais la répéter. Oui. Dans votre mémoire, oui, vous avez dit que vous n'avez aucun problème à ce que le Québec cherche des gens de la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, oui, la Moldavie, la Bulgarie, le Brésil, l'Amérique latine. Vous insistez même que le target for special consideration, they are francophiles. Francophiles. Bien sûr, parce que généralement, dans les écoles, dans cette culture, le français était enseigné. Généralement, en Brésil, par exemple, c'était le français qui était enseigné. Après beaucoup années, il a changé pour anglais. Mais la même chose en Mexique. En Mexique, c'était pour les élites. Je parle des élites. Généralement, c'était la langue française qui était importante. En Bulgarie, la même chose. En Roumanie, la même chose. En Pologne, c'est la même chose. Le français était la langue seconde qu'ils apprennent après leur langue maternelle. C'était maintenant, avec l'anglais et les États-Unis, qu'ils ont changé une grande partie. Même dans les pays de Maghreb. Maghreb, par exemple, en Algérie, par exemple, c'était français qui était enseigné. Mais les États-Unis a mis un grand programme pour angliciser les universités en Algérie parce que c'est... Mais vous semblez dans votre mémoire, parce que vous évoquez l'Algérie ou les pays du Maghreb, qu'il y a un problème d'intégration et vous ne suggérez pas. En France. Mais, oui, ça va sans dire, c'est bien clair. Mais on parle du Québec, on ne parle pas de la France, et l'immigration au Québec, elle est choisie, on ne parle pas d'immigration en France. Mais pour vous, l'immigration francophone, elle est très importante pour le Québec. Francophone ou francophile? Francophile, parce que je parle de francophile, parce que des pays qui parlent français, ils sont très petits. Regarde, en 1948, le gouvernement du Canada a changé la loi d'immigration pour encourager l'immigration des Français, des Français de la France. Il y a 5000 demandes chaque mois pour entrer au Québec. Ça veut dire environ 60 000 demandes de la France pour immigrer ici. Le gouvernement avec des autres personnes, ils ont dit non, on ne veut pas ils ont rejeté. Seulement dans 5 années, on sauve d'avoir 400 000 immigrants français à Québec, ils avaient 5 000. Pourquoi? Ils ont dit ils sont communistes, ils sont des syndicalistes, ils sont des anticléricaux, ils sont des radicaux, ils sont des intellectuels. L'Église catholique ici au Québec dit non, on ne veut pas des gens comme ça. Monsieur Tsoukalas, ma collègue a des questions pour vous aussi, donc si vous le permettez. Oui, effectivement, la députée de Bourassa-Sauvé s'est signifiée pour prendre la parole. Merci. Allez-y. Combien de temps, Madame la Présidente? 3 minutes. OK, bon. C'est pas grave. Écoutez, je lis votre rapport et, bon, je comprends, vous dites les Coptes, par exemple, en Égypte, ou les gens qui sont persécutés dans les Maronites, ou les Ismaélis, ou les Baha'is en Iran, ou par exemple l'intelligentsia au Burundi qui fuit le régime de Nkurunziza et tout ça. Ils sont francophones ou francophiles, on pourrait les faire venir. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais ce qui est dommage, et
Et ça réfère pour moi tout de suite à la question des réfugiés. Et on peut encore parrainer des réfugiés. Le gouvernement canadien, le gouvernement québécois a fait venir, par exemple, des Syriens, des Bosniaques au fil des années. Là, maintenant, on diminue le nombre de réfugiés. Donc, c'est dommage. Je suis d'accord avec vous. Ça serait bien d'aller chercher, déterminer par le HCR, des réfugiés dans des camps, des réfugiés burundais, par exemple. Mais le nombre est très, très restreint, et même va être beaucoup plus restreint qu'avant maintenant parce qu'on veut diminuer ce nombre cette catégorie d'immigrants, des immigrants humanitaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est ça la raison que le représentant au commissariat des réfugiés, elle a dit qu'il faut accepter aussi des immigrants économiques comme des réfugiés. À mon avis, c'est une violation de le concept de réfugié. Un réfugié, c'est un réfugié qui est une personne qui fuit un danger. Ça veut dire de guerre. Oui, mais c'est ce que je dis, parce que les Burundais de l'intelligentsia qui parlent français, qui sont dans des camps de réfugiés au Rwanda, ils pourraient être des bonnes personnes ici. On pourrait aller les chercher. C'est des réfugiés, on peut les amener comme on a fait avec les Bosniaques, comme on a fait avec les Bhutanais. Parce que... Et là, on va être limité. Oui, le Québec peut faire une contribution pour accueillir un groupe des réfugiés. Ça, évidemment, il faut les sélectionner. You understand what I'm saying? Yes. They want to lower the number of refugees in Quebec. Je suis contre ça. Non, je suis contre ça. Il faut avoir le même niveau que le Canada, le même niveau que M. Justin Trudeau. S'il augmente le pourcentage, il faut être la même chose qu'ici. Au travail, c'est le même pour peser, ça veut dire le poids démographique. Le Canada, c'est 10%, ils sont réfugiés. Le Québec, il faut accueillir 10% avec de pourcentage. Merci. C'est très bien, ça conclut le bloc d'échange. Je passe maintenant la parole au député de Laurier-Dorion, qui représente le deuxième groupe d'opposition. Bonjour, M. Tsoukalas. Dans votre mémoire, vous faites mention de la question de la francisation, comme quoi on pourrait améliorer. Vous citez des exemples internationaux. Vous êtes les premiers à nous apporter cet éclairage-là. D'après vous, d'après les exemples que vous amenez, qu'est-ce qui pourrait être fait au Québec là, pour améliorer la francisation? Premièrement, augmenter la qualité des enseignants. Et deuxièmement, faire une amélioration de la méthode d'enseignant. Et troisièmement, il faut continuer, il y avoir une continuité d'enseignant, parce que seulement pour 6 mois, 3 mois, 6 mois, ça c'est pas beaucoup. Il faut avoir peut-être une continuation de 2-3 années après le travail. Comme part-time, ça veut dire un temps partiel. Continuons, parce que quand une personne arrête d'étudier le français, il arrête d'améliorer le français. Parce que le français, il faut l'apprendre. C'est plus facile d'apprendre l'anglais parce que l'anglais, ils l'apprennent par la télévision, les films, des voyages aux États-Unis, n'importe où. Pour le français, il faut continuer, il faut insister une scolarisation même après le travail. Et comme en Hollande, parce qu'en hollandais c'est très difficile, ils les paient. Ils les payent pour assister aux écoles, pour apprendre la langue. C'est pas gratuit. Ils payent, le gouvernement paye. Ici au Québec, on les paye aussi. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour retenir les élèves sur les bancs d'école? Et non seulement les élèves, je parle aussi des adultes. 30 secondes. Oui. Je parle des adultes, des élèves dans les écoles. Oui, bien sûr. Mais il faut à la fois aussi une évaluation après 3 mois, 5 mois, pour voir s'il était amélioré ou non. Et pas avoir des
des étudiants de la littérature, parce que c'est ce qui se passe maintenant, c'est il y a des personnes qui ils ont étudié de littérature française à l'université, ils enseignent le français, mais comme métier. Ça termine le bloc d'échange. C'est très bien. Merci. Maintenant, la parole est à la députée de Gaspé qui représente le 3e groupe d'opposition. Allez, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais en conclusion peut-être revenir sur vos recommandations de manière plus résumée, là, parce que je sais que vous n'avez pas eu la chance de terminer votre présentation. Alors, si vous voulez nous terminer en nous disant vraiment quelles seraient vos recommandations là, dans le cadre de cet exercice qui est la planification des seuils d'immigration. Oui. OK. L'autre, c'est que le Québec peut ouvrir un bureau, par exemple, à Warszawa, en Warsaw, en Varsovie, en Pologne. Auparavant, ils avaient un bureau à Vienne pour toute l'Europe de l'Est. Mais pourquoi Vienne? Parce qu'il y a quelques fonctionnaires qui veulent faire du skiing à Innsbruck. Non, il faut avoir un bureau au centre de la recrutement des immigrants à Varsovie et un autre peut-être temporairement à Berlin, à Londres, parce qu'il y a 1 million Européens de l'Est qui vont perdre leur permis de travailler en Angleterre, et ils ont beaucoup de compétences. Ils sont des personnes ils sont des mécaniciens, ils sont des charpentiers, ils travaillaient dans l'industrie de construction, ils sont aussi des chimistes. Il y a des chimistes, il y a des physiciens, mais parce qu'avec Brexit, ils n'ont pas le droit de rester là-bas. Donc, c'est une recommandation de recruter par tout le monde, mais un grand nombre. Des infirmières, il y a beaucoup des infirmières. On a besoin des infirmières au Québec. Merci. OK. Oui, ça termine le bloc d'échange. Monsieur Tsikala, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la commission. Et je suspends momentanément les travaux de la commission pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.